Nous, les jeunes du Conseil communautaire de la jeunesse de l'agglomération Castelroussine, avons le plaisir de vous présenter des œuvres exposées au musée Bertrand à Châteauroux. Nous espérons que vous apprécierez ce film qui vous est entièrement dédié. Bon visionnage! Bonjour à tous, Paul Barbier de la commission vie citoyenne et intergénérationnelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une voilière que Napoléon Bonaparte a fait construire sur son île de Sainte-Hélène lorsqu'il était exilé par les Anglais. Napoléon Bonaparte fait la guerre au royaume d'Europe durant plusieurs années. En 1815 a lieu la bataille de Waterloo. Il est définitivement battu. Les Anglais choisissent de l'envoyer en exil, qu'il soit loin de la France. Ils choisissent de l'exiler sur l'île Sainte-Hélène, au milieu de l'océan Atlantique, à 7000 km. Son exil dure 6 ans, jusqu'à sa mort. Il est accompagné par le général Bertrand et sa famille, où ils vivent confinés dans une grande propriété avec un jardin appelé Longwood. Loin de sa famille et vivant comme un prisonnier, Napoléon connaît des épisodes de dépression. Son médecin lui conseille de trouver une activité physique pour s'occuper l'esprit. Il se passionne alors pour le jardinage et décide de doter son jardin d'une immense volière fabriquée par ses domestiques chinois qui vont la réaliser dans un esprit asiatique. C'est une pièce unique, élaborée d'une façon très minutieuse et ingénieuse, car elle tient sans clous, ni cheville, ni colle, mais par un système d'emboîtement des éléments. L'ancien maître d'hôtel de Napoléon l'offrit en cadeau à Bertrand qui en fit don à la municipalité. Je m'appelle Nathan Massico et je vous présente le bâton du grand maréchal du palais. Bertrand est nommé grand maréchal du palais par Napoléon. C'est l'équivalent d'une fonction de ministre. On reconnaît immédiatement le grand maréchal du palais grâce à son uniforme particulier, un uniforme en velours rouge amarante et doublé de soie blanche. À cela s'ajoute un accessoire. Ce bâton de couleur bleu-vert est décoré d'une couronne impériale à son sommet. 44 abeilles le décorent, symbole de l'Empire. Ce bâton est le seul exemplaire au monde, car le seul autre exemplaire qui appartenait à Duroc a été perdu. C'est le général Bertrand, à sa mort, qui en fit don à la municipalité de Châteauroux. Bonjour, je me présente, je suis Lucas Deschâtrettes et je vais vous présenter l'œuvre Narcisse mirant dans l'eau. Ici, le peintre Alphonse Godard de la Verdine, peintre berrichon, représente le mythe de Narcisse. Narcisse est un jeune homme extrêmement beau, mais très fier et orgueilleux. Il a beaucoup de prétendants et de prétendantes qu'il éconduit. Un jour, la nymphe Écho, vexée d'avoir été repoussée, implore la déesse Némésis, déesse de la vengeance, de punir Narcisse, ce qu'elle fit. Narcisse, après une journée de chasse, aperçoit une source et décide de s'y arrêter pour boire. En se penchant, il voit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux. Il reste alors de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir attraper la personne qu'il voit. Il ne sait pas qu'il est face à son reflet. Il dépérit sous les yeux d'Écho qui souffre avec lui. Une fois mort, des petites fleurs blanches se mirent à pousser sur les bords de la source, prenant le nom de Narcisse. Ici, on voit Narcisse qui est obsédé par son reflet. Avec son pied, il essaie de le toucher, mais n'y parvient pas. L'émotion de son visage montre qu'il est déjà désespéré. Bonjour, je m'appelle Charles Frick, j'ai 17 ans. Je souhaiterais vous présenter cette œuvre, La Momie.
À la fin des années 1890, Albert Gaillet, archéologue, lance des fouilles en Égypte à Antinoé, une ancienne cité romaine fondée par l'empereur Adrien. Cette cité, il la nomma Antinoé en hommage à son ami Antinoüs, mort noyé accidentellement dans le Nil. De ces fouilles, Albert Gaillet rapporta une vingtaine de momies et l'une d'entre elles fut mise en dépôt au musée Bertrand afin qu'elle soit exposée aux visiteurs. Cette momie est un peu différente, car elle n'est pas embaumée. Il existe plusieurs techniques sous l'Égypte ancienne pour préserver un corps. Ici, la région d'Antinoé était tellement aride que l'on laissait le corps sécher en l'enfouissant dans le sable. Cette momie est celle d'un homme important d'environ 40 ans. La teinture rouge de son manteau et le contour en soie noire prouvent qu'il était de haut rang. Sa tête est recouverte d'une étoffe décorée d'un motif représentant un lièvre et le dieu Hercule, que l'on retrouve également sur son vêtement, accompagné de ses emblèmes, le lion et la massue. Il s'agit probablement d'un prêtre dédié au culte d'Hercule. Bonjour, je m'appelle Diane Badarros, je suis en première au lycée Jean Giraudoux et aujourd'hui je vais vous présenter une œuvre de Camille Claudel, Sakuntala. Camille Claudel commence à travailler sur un groupe en pierre de 2 personnages en novembre 1886. Il s'agit de l'œuvre Sakuntala, œuvre de jeunesse qu'elle expose au salon de 1888 et dont elle obtient un prix d'honneur. Elle offre son plâtre à la ville de Châteauroux. Geste lourd de signification. Elle vient de rompre avec Rodin et entérine sa rupture en se débarrassant d'une œuvre qui, pour son sujet et de sa période de réalisation, lui rappelait trop vivement la période heureuse de leur amour. Mais cette sculpture va faire scandale car elle est trop réaliste. Les corps sculptés ne sont pas beaux, ils sont réels, squelettiques, imparfaits. Cela choque les gens qui sont habitués à des sculptures esthétiques comme celle de l'Antiquité. Elle fait référence à un mythe hindou du 5e siècle qui connaît un réel intérêt à la fin du 19e siècle grâce à une adaptation théâtralisée. Le roi d'Uzanta et Sakuntala tombent amoureux dès leur première rencontre dans la jungle indienne. Fou amoureux, le roi la demande en mariage, mais un sort lui fait perdre la mémoire et il ne la reconnaît plus. Camille Claudel a choisi de représenter le moment où l'enchantement cesse, le roi reconnaît Sakuntala et les 2 amants se retrouvent et s'étreignent. Le roi est représenté à genoux, levant la tête vers Sakuntala, le corps tendu vers elle et l'étreignant à la taille. Sakuntala se penche, s'abandonne à la tendresse et repose sa tête sur celle du roi. Les 2 personnages sont tendus l'un vers l'autre dans une intense et profonde émotion. Au revoir. Et à bientôt. Vous voyez, la jeunesse pense à vous.